Ah, les bienfaits du colonialisme. Ça fait du bien de le dire, n'est-ce pas? Bon, maintenant, passons aux faits. Au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, l'Inde représentait encore 33%, entre 30 et 35% du PIB mondial. Tout ça a été estimé par des historiens économiques tels qu'Angus Madison ou encore Paul Béroc, qui ont ensuite pu réviser ces sources. Et la Chine représentait environ entre 25 et 30% du PIB mondial. Suite à la colonisation anglaise au XIXe siècle, le PIB de l'Inde passe de 30% à 3% au début du XXe siècle, c'est-à-dire durant l'essentiel de la colonisation anglaise, qui était déjà bien avancée. L'Inde a connu plusieurs famines, dont des famines qui sont connues pour avoir été provoquées pour ne pas perturber les besoins de la métropole, de la couronne. Voilà. Et puis pour la Chine, elle passe environ de ses 25-30% à un peu moins de 10% de l'économie mondiale. Donc les rapports de force étant inversés en plus entre l'Inde et la Chine, et ce qui explique l'avance qu'a eu la Chine sur l'Inde. Donc tout ça pour dire que mécaniquement, on voit quels ont été ces soi-disant bienfaits de la colonisation, puisqu'on a un PIB qui s'effondre totalement. Donc après tout ça, on peut rentrer dans le détail et expliquer pourquoi, parce qu'il y a eu un complet remplacement de l'économie. Le grand remplacement, il est là. Des populations, des financiers, des marchands qui viennent et des industriels qui viennent à la fois faire des affaires sur le territoire, empêcher les commerçants, les industriels, les artisans indiens de faire leur boulot et de passer des lois pour ça, puisqu'il y a eu différents actes qui ont été passés pour interdire les textiles indiens, notamment, ou d'autres types de production, et notamment de commercialiser les textiles et les productions industrielles fabriquées en Inde, de les commercialiser à la fois en Angleterre dans un premier temps, puis en Inde elle-même, et donc ce qui a ruiné complètement l'entrepreneuriat et l'investissement et l'entrepreneuriat local. Donc ce genre d'argument vient aussi à l'appui de ceux qui disent oh oui, mais alors par exemple quand on pointe des pays comme l'Algérie, où on va dire oui, mais l'Algérie, etc., se trouve dans un tel état meilleur que dans un état, enfin c'était bien meilleur au temps de la colonisation, ce qui est encore une fois totalement faux, puisque notamment au niveau en termes d'éducation, on passe à peu près de 50-70% d'une population qui était alphabétisée à peu près 10% au sortir de la colonisation, donc il a fallu refaire tout ce travail-là. Est-ce que les conditions étaient meilleures? Non, en fait, les conditions ont été amenées meilleures pour les colons, pour leur améliorer leur niveau de vie, pour améliorer leurs échanges quand ils voulaient circuler sur le territoire et passer d'une ville à l'autre pour aller d'un endroit de colon à un autre endroit de colon. Je sais, ça vous rappelle quelque chose aujourd'hui entre Israël et la Palestine. Donc voilà, tout a été aménagé et amené comme progrès uniquement pour servir la métropole et servir les besoins coloniaux. Donc ça c'est l'argument sur l'Algérie. Donc l'Algérie n'a absolument pas été améliorée par la colonisation. Après il est plus difficile d'estimer le PIB étant donné que les régences et les trois régences, la régence d'Alger, la régence de Tunis et la régence de Tripoli, faisaient partie étaient des États associés à l'Empire ottoman, et donc les chiffres sont plus difficiles à fournir, mais après je peux très bien chercher et vous faire une vidéo sur la question. L'Empire ottoman au XVIIIe siècle représentait encore 10% de l'économie mondiale et était la troisième puissance économique mondiale. Donc vous voyez bien que les pays européens étaient encore loin d'avoir la richesse, mais c'est une richesse qu'ils ont ensuite acquis par l'extension de leur domaine agricole, la mise en place de grandes routes commerciales, la mise en place de structures financières. Donc un point qui est souvent évoqué, c'est oui, quand on dit que certains pays n'ont pas pu se développer ou ont eu des difficultés à se développer, oui, mais Singapour, oui, mais la Corée du Sud. Alors d'une part, une exception
l'exception ne fait pas une règle, et donc généralement on regarde, on prend pour faire une règle ce qui est majoritaire, et de manière majoritaire sur la planète, la plupart des pays qui ont été colonisés et qui étaient des pays du Sud n'ont pas pu s'en sortir ou n'ont pas pu se développer suffisamment pour rejoindre les pays, le niveau de vie technologique, des infrastructures des pays dits développés. Et donc ça s'explique par ce que je vous ai déjà expliqué pour l'Inde, c'est-à-dire le remplacement des structures économiques, mais aussi par une organisation raciale et raciste du monde qui faisait qu'on privilégiait toujours des réseaux, et puis parce qu'il y avait des réseaux aussi, des réseaux de financiers, des réseaux d'investisseurs qui étaient disséminés et qui ont été disséminés partout sur la planète. Et il y avait et ce qui a aussi sauvé, on va dire, la Corée du Sud en tout cas, mais pas que la Corée du Sud, le Japon a été un des premiers pays sauvés in extremis de ce sous-développement imposé par l'Occident, parce que c'était dû à son éloignement et sa méfiance. Le Japon a été un des premiers pays à se méfier alors la Chine s'est méfiée aussi, mais elle a été ratatinée et s'est méfiée trop tard, on va dire. Et le Japon s'est rapidement méfié et a mis en place très rapidement des mesures protectionnistes. Elle a fermé son royaume du XVIe siècle au XIXe siècle. À partir du XIXe siècle, le royaume entre dans une nouvelle ère, je crois que c'est l'ère Meiji. Et à partir de cette ère-là, il y a des changements qui sont faits. Et puis aussi de manière forcée, puisqu'il y a eu une politique de la canonnière qui a forcé le Japon à ouvrir. Alors qui a mené cette politique, je crois que c'était les Anglais, mais peut-être que je me trompe, ou les Anglais, ou les Français, ou peut-être même les Portugais, mais c'est trop tard pour que ce soit les Portugais. Donc au 19e siècle, on force le Japon à ouvrir ses ports au commerce international, lui qui les avait fermés et qui avait décidé de vivre en autarcie avec un système qui lui allait très bien, mais forcé de le faire, donc il rentre ensuite dans l'ère Meiji avec un nouvel empereur qui prend des mesures pour prendre les standards occidentaux, recopier les standards occidentaux également. Mais elle n'était pas la seule à le faire. Le Japon l'a fait à la fin du 19e siècle. Au début du 19e siècle, beaucoup plus tôt, suite aux campagnes napoléoniennes, on a un opposant à Napoléon qui prend le pouvoir. C'est un Albanais, on était dans l'Empire ottoman, un Albanais qui était venu faire son service militaire en Égypte, qui s'est révélé être un petit Napoléon dans son genre et qui décide de prendre le pouvoir et de s'émanciper de l'Empire ottoman et qui va aussi copier le système napoléonien, on va dire, le système des Lumières, la création de grandes écoles, la création d'infrastructures, de ports, etc. Et miser sur quelques industries, et dont le coton, et qui va propulser l'Égypte à la 7e place économique mondiale. L'Égypte qui n'était qu'une région de l'Empire ottoman, ce n'était pas un État associé, c'était vraiment une province de l'Empire ottoman, donc directement administrée par l'Empire ottoman, et qui va s'émanciper pendant 50 ans, 40 ans plutôt, jusqu'à à peu près 40 ans, 2035-2040, le pacha Mehemet Ali abdique. En 1835, il y a un blocus qui est fait par la France et l'Angleterre parce que l'Égypte devient trop puissante.